Bonjour, bonjour à tous, communauté des motifs talentueux. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et d'autant plus contente que j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Élodie Crépel, qui a écrit plusieurs chouettes livres. Et aujourd'hui, on va parler de son livre «Je t'aime un peu, beaucoup, hyper sensiblement». Un livre, vous l'avez compris, sur les relations de couple, aux éditions Solar. Et on va aborder toute une série de choses, hein. Le livre aborde la rencontre, la vie quotidienne, la communication, la sexualité, les épreuves du couple, la rupture ou encore le célibat. Les questions qui se posent quand on est hypersensible et qu'on est en couple, qu'on ne l'est peut-être pas. On se pose toute une série de questions comme: vais-je encore souffrir, hein? Celle-là, elle me parle bien. Cette personne est-elle faite pour moi? Suis-je à la hauteur de son amour? Vais-je pouvoir créer le couple que je désire? Est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que j'en fais assez? Et si je le faisais fuir? Vous imaginez, hein, ce sont toute une série de questions que nous nous posons. Je suis sûre que ça vous parlera. Et donc, eh bien, j'ai grand plaisir d'accueillir Élodie pour qu'elle puisse répondre à nos questions en direct. Je suis vraiment très, très contente de t'accueillir pour parler de ton livre, mais des relations de couple, hein, de manière générale. Je pense que s'il y a un sujet qui est régulièrement demandé, qui laisse parfois les gens en désarroi, c'est probablement le sujet du couple, qu'il soit nouveau, qu'il existe déjà ou qu'il n'existe plus. Un sujet qui tourne autour de certaines blessures, je pense aussi. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question. La première chose, puisque tu as écrit pas mal de livres, et pourquoi plus spécifiquement un livre sur le couple hypersensible? Alors, pour l'anecdote, ce livre, il me tient énormément à cœur et je l'avais déjà écrit en fait, il y a 4 ou 5 ans Mmh. et j'étais pas aussi connue qu'aujourd'hui. J'avais tenté en fait de trouver un éditeur. Bon, bah, c'était pas chose aisée et plusieurs fois, on m'avait dit que c'était pas le sujet. Bah, Ah forcément, bon? bah oui, les atypies il y a 4 5 ans, tu sais, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui, hein, Non, 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 et on est l'éditeur d'accord. ils savent bien surfer, quand il faut. Je crois. Forcément. Et du coup, pourquoi? Parce que déjà, ça fait quasiment, 8 ans 8 ans que je suis dans la médiation familiale, donc c'est un de mes métiers et que j'ai accompagné des couples. Alors avant, voilà, qu'on me voit sur, les réseaux sociaux, j'avais mon cabinet notamment à Toulouse. En tant que médiatrice, je recevais des couples, qui voulaient réfléchir sur leur couple ou bien qui voulaient en fait qu'on les accompagne dans cette rupture pour organiser le après. Et Mmh. j'attirais à moi des personnes atypiques. Ça, je crois que personne Bizarre. ni aucun professionnel en général, voilà, on attire aussi et c'est normal, je pense qu'ils se sentaient aussi peut-être plus à l'aise avec moi qu'avec d'autres personnes et je me suis bien rendu compte qu'on manquait cruellement d'outils et en tout cas des outils qu'on m'avait jamais appris, lors de mes formations, longue d'âge, j'ai envie de dire, pour accompagner ces couples bien spécifiques. Parce que finalement, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qu'ils se racontent eux et c'est une autre histoire qu'ils me racontaient, en fait. Donc voilà, ce livre, il est resté un peu en stand-by. Entre-temps, j'ai été sollicitée pour, écrire, d'autres livres et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, vu les contacts que j'ai maintenant dans les maisons d'édition, je vais leur proposer celui-là» et figure-toi que c'était assez comique de voir et très ironique que j'ai eu plusieurs maisons d'édition qui se sont battues pour l'avoir. Comme quoi. Donc tu vois, comme quoi, il suffisait d'attendre. Des fois, c'est pas le Oui, bon moment. c'est pas le bon moment et puis oui, mais c'est important comme message parmi tous les autres, Voilà. quand Parce c'est que pas j'ai le été moment, c'est pas le frustrée. moment. Tu vois, Ouais, il je y a comprends. quelques années, j'étais très frustrée et puis, comme il y a le boulot, les enfants, bon, je l'ai mis, voilà et à ce moment-là, ben, voilà, il est sorti. Donc ce sont les éditions Solar qui m'ont accompagnée pour le sortir. Au départ, il était beaucoup plus, je pense alors avec beaucoup, beaucoup de notions. Il faisait beaucoup, beaucoup plus de pages, mais c'est vrai que mon éditeur a souhaité, en enlever beaucoup, qu'il soit plus accessible, peut-être aussi plus digeste pour les personnes, tu vois, qui se découvrent et ce que je comprends. J'ai été très frustrée du coup d'enlever les choses qui, moi, me paraissaient, le plus importantes. Enfin, pas le plus important, mais peut-être le plus intéressant, mais peut-être parce que, tu vois, avec le recul que j'ai sur la question, j'avais envie de creuser le truc, en fait. Je comprends bien. Je Voilà. comprends bien parce Mais que quand toi et moi, on a l'habitude de travailler le sujet c'est et donc ça. on a l'impression que ça a déjà été dit, redit, redit et on a envie C'est ça. d'amener quelque chose, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Ça. Mais en tout cas, des retours que j'en ai,
Apparemment, les gens, ça les fait beaucoup travailler, beaucoup cheminer. Donc, j'ai envie de dire, bon, mon éditeur avait raison, c'était déjà suffisant. Il y aura peut-être un deuxième tome, qui sait, hein. Peut-être, à voir, à voir. Après, je sais que celui-là, tu vois, comparé aux autres que j'ai pu écrire, il faut le temps de la digestion. Tu vois, on m'a souvent dit, celui-ci, par contre, pour les habitués, j'ai mis plus de temps à le lire. Les exercices, j'ai mis plus de temps à digérer les choses. Émotionnellement, je sentais un véritable travail en profondeur qui m'a mis du temps. Donc, l'un dans l'autre, c'est que quand même, tu vois, ce que j'avais souhaité passe quand même. Ouais. Mais en même temps, c'est logique que ça prenne plus de temps. Enfin, il me semble, hein, dis-moi si ça te parle, mais dès qu'il y a de l'affect dans le côté relationnel, ça demande d'intégrer à la fois sa propre histoire, l'histoire de l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas? Alors, c'est vrai que ce livre, on me demande souvent, est-ce qu'il faut l'acheter quand on est en couple? Non, en fait, ça parle à toute personne qui a envie de réfléchir à sa relation dans le couple. Voilà, donc en fait, qu'on soit célibataire ou qu'on soit déjà en couple, ça peut fonctionner. J'ai proposé à l'intérieur, si tu veux, des tests où on peut aussi interroger le ou la partenaire. Donc, ça permet effectivement d'avancer même en couple. Tu vois, de se dire, potentiellement, moi, j'ai trouvé ça pour moi, je comprends mieux mes besoins, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes, peut-être qu'on n'a pas la même façon de les exprimer. Est-ce que tu peux essayer de faire le test avec moi pour se rendre compte, en fait, tu vois? Et je crois que c'est aussi ça qui permet de prendre le temps, parce que ça peut révéler des choses qui, à mon sens, les gens le savent. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, surtout lorsqu'on accompagne les personnes atypiques. Il n'y a pas de révélation en soi. Ils le savent, c'est juste que potentiellement, ils ont mis ça de côté, ou ils n'ont pas su mettre les mots dessus, ou ils faisaient l'autruche. Et là, il faut être prêt à enlever le couvercle. À creuser un peu. Voilà. Je me demande pourquoi ça me parle autant, tu vois, mais oui, c'est intéressant, hein, ça demande effectivement ce temps, comme tu le dis, d'enlever le couvercle et ensuite de la digestion. Donc j'entends qu'il y a, une série d'exercices, qu'ils s'adressent effectivement au public, hypersensible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui particularise plus spécifiquement ton livre, autre que ces éléments-là, en fait? Je crois qu'il ouvre le champ des possibles. Je crois dommage de tout ce que j'ai pu voir et de tous les couples que j'ai rencontrés, c'est que lorsqu'en fait, ils s'interrogent sur leur neuroatypie, ils s'interrogent en fait dans leur singularité et c'est bien, c'est très bien. Mais lorsqu'on vit en couple ou lorsqu'on souhaite se mettre en couple avec un couple, parce que je tiens à préciser que c'est pas un souhait de tout le monde et c'est très bien comme ça, en fait, on entremêle son monde à soi au monde de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a toi, il y a nous, mais il y a tout ça ensemble. Donc, en fait, il y a notre évolution personnelle et il y a l'évolution qu'on va apporter dans le couple. Est-ce qu'on est plutôt la locomotive? Est-ce qu'on est plutôt les wagons du couple? Sur quel sujet on est ci? Sur quel sujet on est l'autre? Comment, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de partager à l'autre? Quel est notre jardin aussi personnel? Et qu'est-ce qu'on a aussi intériorisé finalement de la société? La société et le conformisme qui est prégnant va forcément interférer sur la vie de couple et sur ce qu'on a envie de voir et même notre manière de percevoir le couple. Et là, c'est vraiment un grand cas particulier que j'ai beaucoup développé dans le livre, c'est-à-dire que si vous êtes atypique, vous devez penser atypique et vous devez vous autoriser à penser votre couple de manière atypique, car ça ne fonctionnera pas sinon. Il y aura toujours cette frustration sous-jacente et cette tension, ces attentes sur l'autre, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et souvent, on ne se permet pas cette liberté, parce que déjà, on ne se la permet pas à soi, mais ce qui est incroyable dans le couple, c'est que ça peut être un moteur pour se le permettre. Ça peut être une force d'être deux, justement. D'être deux parce que, là, on se dit, j'ai besoin de faire les choses autrement. Et peut-être qu'avec ta force et la mienne, on peut faire les choses autrement. Et il y a beaucoup d'atypiques, justement, qui ont ce fort besoin, tu vois, de connexion, à ne pas confondre avec la fusion. Souvent, les personnes parlent de fusion, on va plus parler de connexion. Et cette hyper-connexion, tu vois, j'aime bien imaginer, comme dans le cerveau des personnes atypiques, cette connexion, tu vois, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, beaucoup d'intensité. Eh bien, c'est comme si on se connectait à un autre univers avec l'autre et qu'on créait un nouvel univers, mais ça n'empêchait pas que chaque personne a son propre univers. Oui,
Mais ça reste important, hein, que chacun puisse garder son propre univers, hein, c'est cool. Exactement. Et souvent, on se mélange trop à l'autre parce que, tu sais, il y a des failles, il y a des craintes, on a peur. Comme l'atypique, si, alors je parle d'atypique au sens général parce qu'on est tous très différents, mais souvent, ce que je rencontre, ce sont des personnes, à mon sens, qui ont été mis en mal, qui ne se sont pas totalement sentis aimés, voire qui se sont sentis rejetés pour leur particularité, et qui ont tendance, du coup, ou à s'auto-flageller, ou à s'auto-humilier, ou en tout cas à craindre qu'on ne puisse pas les aimer pleinement pour qui ils sont. Et ça, ces craintes, ça arrive dans le couple. Ce sont des valises. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces valises, tu vois, et ce sont des valises supplémentaires que les neurotypiques n'ont pas du tout. Ils ont les leurs, il n'y a pas de souci. Mais celles-ci, elles sont quand même très prégnantes parce que ça veut dire que ce sentiment de rejet, qu'on a souvent ressenti très tôt dans l'enfance, qu'on n'a pas su expliquer ou conscientiser, on a grandi avec ça, on s'est construit avec ça. Et tu vois, je fais une petite parenthèse sur les femmes qui sont très particulières. Souvent, les femmes atypiques, elles ont quand même une force de vie très puissante et qui, dans cette société, peut effrayer les hommes. Et on leur a fait plus ou moins comprendre, de manière des fois très directe, que si elles ne changeaient pas, si elles étaient trop exigeantes, si elles étaient trop ci, trop ça, ben, elles ne pourraient pas se mettre en couple. Oui, mais moi, je l'ai entendu très, très souvent. Hein, ouais. Et ça, chose qui revient régulièrement. Parce que ça biaise, dès le départ, la possibilité de rencontrer la bonne personne. Inévitablement. Et quand je parle de bonne personne, c'est parce qu'en fait, du coup, comme on a peur, qu'on a vraiment besoin d'être aimé, il y a des personnes qui, en fait, pour eux, le couple, c'est un peu le but ultime de leur vie. Eh bien, ce livre, ça permet de dire, attends, d'abord, on va repasser sur des bases. C'est-à-dire que si peut-être tes couples n'ont jamais fonctionné, alors déjà, c'est pas à cause de toi, mais peut-être qu'on peut changer une donnée. C'est qu'est-ce que tu attends vraiment du couple? Et ces attentes-là, est-ce qu'elles sont vraiment conformes à tes besoins? Ou est-ce que finalement, c'est lié au poids de la société? Oui, Tu tout vois? à fait. Qu'est-ce que tu attends et puis comment tu occupes ta place au sein d'un couple également en tant que femme? Je pense que c'est pas anodin. Oui, totalement. J'en parle aussi sur la sexualité, à quel point on est, encore une fois, on est conformé sur une sexualité très hétérocentrée et sur des rôles de la femme, de l'homme. Et il est vrai que lorsqu'on se sent rejeté et qu'on ne veut pas être rejeté, que c'est un besoin de tout le monde de se sentir aimé, bon, pas par tout le monde, mais par en tout cas des certaines personnes, eh bien, on a tendance à se dire, mais si j'ai pas de modèle autour de moi, si je ne sais pas comment faire, ben, je vais prendre ce qui se fait. Et ça va forcément imprégner en fait notre façon d'être, notre façon d'évoluer. Et ça, tu vois, l'évolution, on en parle. Je pense qu'on commence un peu à en parler. Enfin, toi, avec tout ton travail, oui. Mais tu vois, de l'évolution rapide, très très intense chez les personnes atypiques, il y a quand même une temporalité différente dans notre construction psychique. Et chaque atypique a la sienne. Donc ça aussi, souvent, on me dit, est-ce que c'est mieux d'être avec une personne atypique ou non? Donc j'y réponds vraiment dans le livre. Je pense qu'il n'y a pas de vérité toute faite. J'espère que les gens le savent. Mais c'est vraiment important, en fait, là encore, de se dire, mais moi, j'ai besoin de quoi exactement? Et le souci, c'est que ces besoins, ils évoluent de manière rapide, de manière intense. Alors on fait comment avec une autre personne qui n'a pas les mêmes, qui n'a pas la même temporalité? Ça, j'en parle notamment dans les outils de communication, tu vois. Quand dans ta tête, ça va très, très, très vite, que tu vas du point A au point Z extrêmement rapidement et qu'au final, tu n'arrives pas à expliquer toutes les lettres, tu sais, entre à l'autre. Et oui, mais du coup, ça génère des interprétations. Et donc, toi, tu peux te sentir mal parce que tu ne comprends pas pourquoi il interprète ça. Donc, ça, en fait, du coup, au niveau de la communication, ça peut être un vrai foutoir. Et encore plus quand tu sais, chaque mot a une incidence et une définition très particulière et qui pour toi, c'est tellement important. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, oui, mais tu as dit ça. Et l'autre va te dire, mais j'ai dit ça comme ça. Et alors là, mais comment ça comme ça? Terrible. Tu peux pas avoir dit ça comme ça. Si tu as dit ça, c'est que tu voulais dire ça. Mais tu sais, voilà. Et ça, c'est très anecdotique, mais moi, je dis souvent, en médiation, le nombre de fois, si tu savais, où j'ai pris, Nathalie, un dictionnaire en disant, écoutez, on va se mettre d'accord sur la définition. Je peux bien imaginer, je peux bien imaginer. Et puis tout ça aussi, comme tu viens de le dire, nos besoins, quand tu commences à te connecter à tes besoins et qu'ils évoluent et qu'on ne pense pas à réexprimer et qu'on n'évolue pas au même rythme, ça peut compliquer les choses également. Hein. Oui, oui, totalement. Déjà, il y a aussi, et ça c'est important, dire qu'il y a des aléas dans la vie de couple parce qu'il y a des aléas dans la vie.
et que c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, en fait, de l'arrivée d'un enfant, mais pas que aussi. Il peut y avoir des deuils à faire, il peut y avoir des difficultés au travail, il peut y avoir des difficultés financières, enfin bon, plein de choses. Et du coup, j'ai mes lunettes qui me perturbent. Désolée, tout le monde me Je peux les enlever, mais tu veux? Tu sais pas quoi? Oui. Parce que déjà, voir, ça me perturbe. Peut-être je vais voir tout flou, mais c'est pas grave. Mais parce que sinon, ça me perturbe. Mais du coup, tu vois, toutes ces aléas vont forcément impacter le couple autrement. Parce que c'est un peu la théorie de la désintégration positive de Dabrowski qui fait que, en fait, les personnes atypiques, elles arrivent parfois à un point où elles se disent, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour et je fous tout en l'air. C'est possible. Alors, il y en a, ils foutent. Alors, ils remettent. En fait, c'est ça aussi. J'aime bien parce qu'il y a des périodes chez les atypiques où ils remettent vraiment leur couple en question. Tu vois, ils se disent, mais j'aurais peut-être pas dû être avec elle, avec lui, mais qu'est-ce que je fous? Et alors, comme ils ont des enfants, comme ils ont une maison ensemble, comme tu vois, des projets toute là, des fois, ou des entreprises ensemble, forcément, ça fout un boxon total. Et j'aime bien leur dire, en fait, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais ça vous paraît catastrophique parce que vous vous comparez au couple neurotypique. D'accord. C'est plus lisse. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il n'y a pas la même intensité. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui est de l'ordre du normal et du moins normal, j'ai envie de dire, ou en tout cas de l'ordre de la problématique à travailler? Les personnes atypiques ne savent pas faire différence parce que leur référentiel de référence, ils ne le connaissent pas en fait. Ils prennent ça comme les couples neurotypiques, comme ce qu'on voit à la télé, comme on voit, tu sais, dans les films, la série, comme dans ce qu'on a grandi, ou avec nos parents, qui sont peut-être d'une autre génération, ou peut-être qui n'ont pas travaillé leur rapport au couple, enfin, tu vois, de la même manière, parce que, bon, inévitablement, on fait comme on peut, mais... et du coup, c'est vrai que quand on n'a pas de référentiel, c'est plus compliqué. Et pour peu que les deux soient hautement sensibles, tu vois, on va se stresser l'un l'autre. Oui, je vois. Oui, pour peu. Alors, on va se stresser l'un l'autre pour peu qu'effectivement, il n'y ait pas. Parce que ce que je remarque aussi alentour de moi, j'ai quand même pas mal de couples qui sont tous les deux hautement sensibles, mais qui aussi ont fait un travail à travers le corps, en l'occurrence, sur eux, et qui. Voilà, savent s'apaiser, prendre du recul, etc. Et je pense que c'est probablement une des clés dans tout couple, y compris quand il y a une telle intensité. C'est intéressant que tu dis ça parce que je crois que ça arrive à un certain niveau de sagesse ou d'âge ou d'expérience, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu vois, même si je trouve qu'on apprend de plus en plus la méditation, le yoga, l'accueil des émotions à nos enfants, je crois que c'est important que chaque période de nos vies, on apprend des choses sur soi. Oui, bien sûr. Et au début, quand tu es jeune, eh bien, il y a trop cette question encore, quelle est ma place dans ce monde? Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux pas être partout à la fois. Non. Donc, et souvent, tu vas te mettre en couple à ce moment-là parce que tu as un peu cette idée de l'horloge biologique qu'on te fait croire et que tu te dis, bon, voilà, il faut que je me mette en couple. Donc, il y a cette pression à faire vite. Donc, est-ce qu'on choisit le ou le bon partenaire qui nous convient vraiment? Et après, sinon, comment on évolue ensemble? Et donc, c'est intéressant de voir comment le couple, il évolue aussi à travers le temps et les âges, cette temporalité. Et des fois, il y en a un qui va être un peu plus en avance sur un sujet, pas forcément tous, mais en fait, quel est l'écart à un moment donné qu'on peut supporter? Parce que c'est lourd aussi d'être avec quelqu'un qui ne nous suit pas. Et comment on fait quand vraiment ça touche nos valeurs? Tu vois, c'est vraiment des questions que j'ai essayé à laquelle j'ai essayé de répondre, bien sûr. Mais ce rapport au corps, je me dis, bah oui, mais il vise quel couple en fait? Parce que souvent, moi par exemple, là, je suis encore dans le rush, moi, de ma maternité, avec 4 enfants assez proches en âge, qui sont jeunes, qui me demandent, moi, beaucoup de sollicitations, tant physiques, intellectuelles et émotionnelles. Inévitablement, cette partie de moi de vraiment avoir du temps pour prendre soin de mon corps, tout ça, j'aimerais bien, mais c'est pas actuel. Pas évident, hein. Voilà, c'est évident. Tu vois. Et donc, forcément, ça impacte aussi ma vie de couple, ma sexualité, qui n'est pas la même. Puis on n'a pas la même à 20 ans qu'à 50 ans, voilà. Et ça, je trouve que c'est important aussi de signaler que la sexualité, ça peut être tout au long de sa vie. Hein. Oui. Parce qu'on croit qu'après, non, c'est une autre forme de sexualité. Et ça, se redécouvrir aussi dans sa sexualité, je trouve que c'est un sujet qu'on n'ose pas trop parler. Et encore une fois, on manque de référentiel en tant qu'atypique. Et c'est vraiment dommage.
Oui, je te rejoins tout à fait. Peut-être l'idée d'un prochain livre d'ailleurs à explorer, qui sait? Différentes On peut pas dire que tu n'aies pas d'idées, c'est sûr. mais merci en tout cas de repréciser, ces aspects-là des choses parce que, on en parlait tout à l'heure, hein, Mmh. avant de rentrer en direct, enfin en tant que femme en tout cas, à chaque âge ses besoins et c'est important de Totalement. pouvoir passer ces étapes et d'être en conscience avec ce qui se passe pour nous et Voilà. nos besoins du moment en fonction de notre profession, notre vie familiale, le Mmh. couple et cetera. C'est tellement essentiel à mon sens. Ouais, ouais. Je crois que ça renvoie aussi à nos valeurs et à nos choix. Si on a fait des choix qui, correspondent à nos valeurs, on est plus en capacité de faire preuve de patience et je sais que ça, Dieu sait pour les atypiques la frustration que c'est parce que forcément le cerveau va plus vite que tout le reste donc du coup on se dit: «Beh, j'attends, j'attends, j'attends». Il faut attendre. Mais du coup, je pense que c'est quelque chose qui peut rassurer en disant: «Bah, aujourd'hui, de quoi vraiment j'ai besoin?» et peut-être que c'est pas parfait, mais peut-être que ça répond, en tout cas, pour le moment, à ce dont j'ai besoin et c'est tellement OK. Et il y a cette dualité de dire: «J'aimerais tout faire, j'aimerais que mon couple soit ci, j'aimerais faire ci». J'entends souvent des fois le deuil du couple une fois que les enfants sont là. Je trouve ça très intéressant parce que qu'est-ce que vous attendiez en fait, de votre vie de famille? Pourquoi vous avez fait des enfants? Ça, c'est hyper Oui, intéressant de savoir parce que est-ce que c'est parce que, bah, tout le monde vous a dit: «Bah, alors, c'est pour quand les enfants? Hein? Alors?» Tu vois? Ce truc, bon, je vois. ou est-ce que ça venait de votre désir de devenir mère ou père? Est-ce que ça venait du désir de l'autre? Comment en fait vous envisagiez votre vie de famille? Quels sont les deuils potentiellement à faire? Mais est-ce que c'est vraiment des deuils? Est-ce que vous pouvez pas répondre à vos besoins autrement? Enfin, est-ce que c'est OK aussi de se dire que c'est pour un moment T de votre vie que ça peut se passer comme ça? Enfin, je veux dire quand c'est pas pareil d'avoir un bébé qu'un enfant de plus de 6 ans, qu'un adolescent ou encore un enfant une fois adulte, parce qu'on est parents après tout le reste de notre vie normalement, si tout se passe bien, bien sûr. Mais voilà, de se dire, bah, c'est pas pareil d'avoir un enfant effectivement de 6 ans, ou de 40 ans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis l'âge auquel tu l'as aussi et à quel moment dans Oui, ta vie, ça peut tellement varier, et ce qui me fait penser aussi à, peut-être une complexité supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de familles recomposées. Je ne sais pas si tu en parles dans ton totalement. livre des familles recomposées ou si tu veux nous en dire quelque chose? Alors non, je suis pas allée dedans parce que je suis vraiment restée sur la vie de couple, en fait, Mmh. sur Mmh. les incidences de la vie de couple. Donc en fait, ce que tu rencontres ou pas, ton ou ta partenaire, qu'importe l'âge ou qu'importe que ce soit le premier ou le je sais pas, le 100 millième, bah, pour moi, ça avait pas d'intérêt. Je voulais Mmh. pas rentrer là-dedans parce qu'après ça, c'est des particularités de vie. Dans le sens, pour moi, il y a pas souvent on fantasme encore trop dans les Disney, tu sais, ils se rencontrent, jeunes et vécurent heureux avec des enfants, tout ça. Mais c'est pas Je la vois. vie. C'est pas la vie et en plus, j'ai envie de dire aux personnes atypiques qui nous écoutent, c'est peut-être pas non plus la vie que vous rêvez, en fait. Alors autorisez-vous, en fait, à vivre vraiment vos rêves à vous et c'est pas si facile. C'est pas si facile de se rendre compte de quoi on a vraiment besoin. Ouais. Parce que quand on creuse en accompagnement cette question, vraiment, la plupart des gens me disent: «Mais en fait, je sais pas de quoi j'ai vraiment besoin». C'est courant dans notre communauté, hein, oui. Ben oui, parce qu'encore une fois, on vit dans un monde pour et par créé pour et par des neurotypiques, en fait. Donc c'est pas si évident que ça de trouver sa propre voie et ses propres rêves et ça prend des fois du temps et d'ailleurs, c'est ce qui génère, à mon sens, beaucoup de frustration chez les personnes atypiques. Tu vois, ce côté un peu: «Je sais pas où aller, je sais pas comment faire, je me sens pas à ma place» et puis ça bouillonne, ça s'énerve, on se sent pas bien et c'est comme si on sentait, mais on n'arrive pas à faire et voilà, ça génère énormément de tu vois? Et On dans sent le l'effervescence, tu vois? oui, c'est ça et on ressent ça bout, ça bout, ça bout et la personne, le pire, c'est en fait, elle ose pas enlever le couvercle parce qu'elle dit: «Mais je vais exploser» et moi, j'aime bien dire: «Mais quand vous enlevez le couvercle de la cuisine, OK, il y a de la fumée, mais ça s'arrête après. C'est pas voilà et sinon, il faut se faire accompagner si on craint. Effectivement, il faut se faire accompagner par un professionnel, selon son domaine de compétence, pour cette phase qui peut être très vulnérable. Mais Ouais, ouais, c'est important. ça va Mmh. ressurgir dans la vie de couple. C'est inévitable. Ça, On c'est réserve le sûr. meilleur comme le pire avec son ou sa partenaire. Oui, mais je pense effectivement, comme tu le dis, c'est, le meilleur ou le pire. Il peut y avoir, en fonction de la façon dont tu choisis d'avancer, peut-être même comme tu le disais, hein, te faire accompagner et cetera, ça peut faire émerger de tas de belles choses,
Même si parfois, je pense que ça peut être, est-ce que tu as cette expérience-là? Ça peut être inconfortable de faire émerger Mmh. des belles de faire émerger certaines choses de Alors soi à travers le couple. Est-ce que c'est toujours, parce que les Disney, revenons aux Disney, hein, ils se marièrent et furent heureux et ils ont beaucoup d'enfants, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps. Comme moi, j'ai pas eu d'enfants, je les ai pas regardés très souvent, tu vois? Mais on a l'impression qu'un couple qui dure, un couple, épanoui, c'est un couple où tout est linéaire. Alors moi, j'ai absolument pas cette croyance-là. non. Hem, je crois que c'est intéressant de voir que, en tout cas, je l'ai beaucoup plus vu chez les femmes, mais peut-être parce que j'ai le biais d'avoir beaucoup plus accompagné des femmes. Heu, certaines vont, proposer une thérapie, une médiation parce qu'en fait, elles sentent c'est la fin. Elles veulent pas se l'avouer. Elles ont besoin d'être accompagnées en ce sens. Elles ont besoin que l'autre soit accompagné pour moins souffrir parce que par amour pour la vie, en fait, qu'ils ont vécue, c'est difficile de rompre Oui. et ou bien vont faire en sorte c'est souvent les femmes, qui vont dire stop, hein. Les hommes ont cette capacité à fuir beaucoup plus dans le monde du travail ou dans autre chose. Là où la femme, va davantage tirer sur la corde, expliquer que ça va pas et à un moment donné dire stop. Et ça, c'est compliqué parce que ce sont des fonctionnements différents, qui peuvent mettre en mal dans les couples, je parle hétérosexuels, bien sûr. Hem et donc c'est intéressant de voir, en fait, qu'est-ce qui emmène les gens à travailler sur leur couple. Est-ce qu'en fait, bah, tu sais, c'est une sorte de pré-rupture, Oui. qui veulent Oui. pas s'avouer, des fois, parce que c'est difficile parce que, tu vois, malgré tout, je parle dans des situations où il y a quand même encore beaucoup d'amour et de respect pour ce qu'ils ont vécu, pour ce qu'ils ont construit. C'est difficile de se dire: «Bah, en fait, on n'avait pas construit ça pour arrêter là» et je crois que c'est là que c'est Oui. intéressant, c'est de décristalliser Décristalliser? Oui. cette idée qu'un beau couple, c'est un couple, à la vie, à la mort, tu vois? Par Oui. contre par contre, là où je crois que c'est important de le dire, c'est que même si un couple, on peut ne pas durer toute la vie et puis il y a plusieurs manières de ça j'en parle beaucoup dans le livre, mais on voit toujours le couple genre, 2 personnes. Mais en fait, chez les personnes atypiques, elles voient le couple de manière très différente. Il y a des personnes qui ont des relations avec plusieurs personnes à la même temps, le polyamour, ce genre de choses, tu vois? C'est pas mon domaine de compétence, mais j'en ai beaucoup vu s'épanouir là-dedans et Oui. pourquoi pas? Et c'est ça que j'ai envie de dire et pourquoi pas, en fait? Si on vous avait pas éduqué sur une manière de voir les choses, bah, est-ce que c'est vraiment celle-ci qui vous correspond? Et peut-être que oui, hein, ça c'est hyper important. Mais du coup, peut-être qu'on est aussi plus à l'aise de dire: «Ah, bah, finalement j'ai fait le tour de la question et ça me convient bien». Tu vois, ça aussi? Hem, mais ouais, je crois que ça je sais plus où est-ce que j'en étais. La fatigue. Alors, je ne sais plus non plus, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est, c'est typique, effectivement. Ce que je trouve vraiment chouette dans ce que tu partages, c'est que, tu invites les gens à s'autoriser à partir du moment où ils ont exploré ce qui leur convenait. J'aime beaucoup, hein, cette idée que, tu dises qu'on n'est pas obligé, enfin, en tout cas, que c'est peut-être les dictats de la société, qu'on se marie pour la vie et la mort. Entre autres, si vous vous mariez à l'église, c'est souvent, ce à quoi vous répondez, Alors, hein, mais voilà. Mmh. moi, je crois que le vrai besoin sous-jacent derrière, c'est le besoin qui revient le plus et que je vois le plus, c'est en fait, j'ai besoin de me sentir en sécurité Oui. et en connexion avec la personne. Et ça, on peut le trouver déjà ailleurs que dans sa vie de couple. Mais c'est vrai que quand on décide, c'est même de vivre ensemble. Il y a des couples que moi j'ai rencontrés, comme ils avaient des hyperesthésies très fortes et très prégnantes, il était difficile de vivre ensemble parce que pendant très longtemps ils avaient vécu séparés et c'est pas évident après de mettre les habitudes de l'un et de l'autre. Et je leur avais demandé, mais qu'est-ce, pourquoi vous, en fait, qu'est-ce qui vous oblige à vivre ensemble en fait, Ouais, je comprenais ouais, pas à un tout moment à fait. donné. Et ils s'étaient même pas posé la question parce que ça faisait déjà 4 ans qu'ils étaient ensemble, tout le monde trouvait bizarre qu'ils avaient chacun l'autre ça. Et puis c'est vrai que logistiquement, ça reviendrait peut-être moins cher de vivre ensemble. Oui, mais cher en quoi? Je veux dire, si le prix à payer après est vraiment son couple, tu vois? Est-ce que bah, finalement, financièrement, est-ce que c'est pas plus, tu vois? Il faut le Oui, peser quoi, oui, le mais pour et le contre. Mais ça les empêche pas d'autant s'aimer que les couples qui vivent ensemble en fait. Et c'est ça encore une fois, c'est de se réinterroger. Hem, mais après je crois que tant qu'on se sent pleinement, en fait, le droit d'être soi-même avec l'autre, c'est que ça fonctionne. oui,
Ça, tu veux bien le répéter parce que j'aimerais bien que les personnes qui nous écoutent ou maintenant ou en rediffusion puissent l'entendre, hein. C'est tellement important. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment pour moi le signal d'un couple qui peut fonctionner ou pas, c'est est-ce que vous arrivez à vous autoriser à être vous-même? Alors ça peut prendre du temps. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Ça aussi, parfois c'est parce qu'il y a tellement de craintes qu'on n'ose pas, mais dans ces cas-là, le temps fait que ça fonctionne. Mais on ne peut pas être en couple avec quelqu'un où à chaque fois il y a une part de nous où on va faire attention, on est sur le qui-vive. C'est pas viable en fait, et ça se ressent. Surtout chez Oui. les atypiques où on se capte, on capte tout. Oui, cap vite, oui, tout à fait. Mais de la même manière, ce qui me vient à l'idée maintenant dans ce que tu partages, c'est, j'entends régulièrement des personnes qui disent: «Beh, voilà, je viens de découvrir que je suis concernée par, le haut potentiel, l'hypersensibilité plus le haut potentiel. Je n'ose pas le dire à ma femme ou à mon mari», plutôt les femmes vis-à-vis des maris. Hein, donc ça, c'est une façon de traduire ce que tu viens d'exprimer. Ouais. C'est un signal intéressant quand même. Totalement, totalement, et pour cause, parce qu'en fait, le nombre de témoignages que je reçois de femmes qui me disent: «Bah, je l'ai fait et au final il m'a quittée». Je parle dans Waouh! les couples hétérosexuels, hein, Mmh. parce que le sexisme est trop prégnant, c'est compliqué. Ça renvoie des choses à l'homme de cette société, des choses compliquées. Bon, après, voilà. Mais c'est un signe. Après, c'est genre, est-ce que peut-être je le garde pour moi, le temps d'en faire quelque chose et de pouvoir l'exprimer? Parce que ça aussi, on a le droit, en fait, de pas tout partager, d'avoir aussi son jardin intime, des choses qu'on veut garder pour soi, et c'est normal parce que, bah, une fois qu'on partage quelque chose avec autrui, il ne nous appartient plus trop. Mmh. Mmh. L'autre, on fait Mmh. bien ce qu'il veut. Alors je parle pas dans le sens, le répéter non, non, mais quelle interprétation il en fait? Quel est le transfert conscient et inconscient qu'il va faire dessus? Qu'est-ce que ça va lui renvoyer à lui? L'effet miroir, enfin bref, il se passe plein de choses, en fait. Donc oui, on a le droit aussi de se dire: «Je vais prendre le temps d'être, moi, bien au clair avec cette information avant de la partager». Mais oui, c'est une bonne question de se dire, pourquoi vous voulez pas le dire. Alors après, ça aussi, je pense que c'est important parce que là, si tout le monde entend et que je veux pas que les gens paniquent, mais de se dire, on a le droit aussi de ne pas vouloir tout investir dans sa vie de couple, tu vois? Oui. On a le droit aussi de se dire: «Bah, moi, en fait, c'est peut-être un peu plan-plan, c'est peut-être pas le couple idéal, c'est peut-être pas exactement ce que j'aurais voulu, mais en fait, ça me convient bien». Ça me convient bien, et j'entends souvent ça en disant: «Au moins, bah, c'est plutôt tranquille dans ma vie de couple et je trouve le piment, je trouve l'intensité, je trouve la connexion, je trouve la possibilité d'être moi ailleurs». Oui. Et finalement, c'est l'équilibre de tout ça dans sa vie qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc la Mais voilà, toujours cette, capacité à revenir à bien conscientiser quels sont nos besoins, exactement. Pas ce que vous et voir attendez de quand la ils vie sont rencontrés quoi, mais mmh ou pas. mh, Peut-être qu'il y a mmh. aucune attente, et dans ces cas-là, ne soyez pas en couple. C'est pas un but en soi dans la vie. On peut être très Non, heureux en étant oui, célibataire. oui, mais tout à fait. Je pense que c'est important pour certaines personnes et qu'il y a des moments de vie où on est très heureux en étant Ouais. célibataire et à d'autres moments de vie, on peut être très heureux en étant en couple et voilà. Alors, 2 petites questions encore parce que je vois le temps, c'est passionnant, le temps file. Hem, Quels seraient, tu parles d'exercices, hein, dans ton livre, on va revenir au livre. Quels seraient les conseils de manière générale que tu vas donner aux couples, que ce soit en termes d'exercice ou pour que le couple puisse effectivement, perdurer? Qu'est-ce que tu donnerais Alors, comme il y a élément beaucoup supplémentaire? d'exercices qui vont aider les personnes à mieux se comprendre. D'accord. À comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs priorités. Je les oriente un peu dans ce sens, au niveau des exercices qui en découlent. C'est des exercices qu'on peut faire, en couple aussi, chacun de son côté ou ensemble. Il y a pas mal de tests dans ce sens aussi, au niveau des atypies qu'on peut avoir et quelles sont les difficultés possibles qu'on peut trouver en couple. Il y a aussi beaucoup d'exercices sur la communication, comment on communique du coup, mais une fois que je connais mes besoins et mes attentes, comment je communique avec ça, Mmh. tu vois? Qu'est-ce que j'en fais? Et aussi face aux conflits. Parce que les conflits, quand on est hautement sensible, on n'aime pas les conflits. Il y a des gens qui aiment bien les conflits? Disons que il y a même des gens qui sont stressés de voir deux personnes en conflit, alors même qu'ils ne sont pas dans le conflit. Ouais, je vois Donc, bien. il y a des
en fait, on va mettre en place des astuces pour fuir de conflit, tu vois. Donc, on va soit dire oui, oui, ok, et ben, d'une certaine manière, ne pas écouter ses besoins, et à un moment donné, ça va se ressentir. Soit au contraire, eh bien, il y en a aussi qui vont créer le conflit. Parce qu'en fait, ils vont créer le conflit, tu vois, autour du vrai conflit, pour éviter de parler du truc qui fâche, quoi. Donc, voilà. Comment on fait avec tout ça, en fait? Et puis aussi, il y a aussi quelques pistes dans le sens, bah, comment on peut aussi tourner la page. Mais voilà, voilà la question, peut-être parce que tu en parles dans ton livre, hein, À la fin, oui, je parle ouais. de la rupture aussi, du deuil, parce que Mmh. ça aussi, les personnes atypiques, elles vivent pas les ruptures de la même manière. Et ça, c'est très douloureux de faire face aux gens qui disent: «Bah, encore, tu penses à elle? Encore, tu penses à lui? Bon, ben ça va, écoute, c'est comme ça a pas marché, bon, allez, au suivant». Un perdu, 10 de retrouvé. Oh là là, combien de fois on m'a dit ça, moi, que ça m'a Quelle mais horreur! anéantie à l'époque. Et tu lui dis: «Mais j'en veux pas 10. Qu'est-ce que Je vous me plus dites?» ça, moi! Mais oui, voilà. Et donc je pense que j'avais besoin aussi, j'avais envie de rassurer les personnes atypiques qui allaient lire ce livre. J'avais envie de leur dire, beh, lâchez-vous, en fait. Lâchez-vous vraiment, mais dans tous les sens du terme, en fait, hein. Lâchez-vous la grappe, mais lâchez-vous aussi, tu vois? Et donc de proposer quelques pistes dans ce sens-là. Génial, merci, merci beaucoup Élodie. Je remontre, ton livre pour les personnes qui ne l'auraient pas capté, aux éditions Solar, Élodie Crépel, je t'aime un peu beaucoup, hypersensiblement Mmh. avec, alors attends, est-ce qu'on va voir? Voilà, il est assez fourni, il y a des exercices, il y a des tests, plein de chouettes conseils, voilà, je vous le recommande parce qu'il y a un vrai bon contenu basé sur l'expérience d'Élodie et de ses accompagnements et de tout ce que tu as pu, déjà échanger avec les personnes de ta communauté. Donc Merci. voilà, merci beaucoup. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère, hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.